projet ambitieux. Et c'est pour ça qu'on est là sur la durée. Et surtout, si vous me demandez le rêve, le rêve, c'est quoi? C'est qu'on vive dans un monde où chacun peut contribuer à créer la société qui veut voir exister. Et pour créer ce monde, pour créer ce rêve, c'est là, je pense, qu'on a vraiment besoin de le faire ensemble. Donc discutons ce soir. Merci. Voilà, ton micro. Merci d'être là. Merci. Ça fait super plaisir de t'accueillir. Je m'appelle Nathalie. Et moi, ma question, c'est que je ne sais pas à quelle date s'est terminé le reportage. Je voulais savoir où vous en étiez du projet aujourd'hui, ce qu'il en advient et comment vous avez évolué en termes d'état d'esprit, parce qu'on voit qu'il y a des moments de doute. Est-ce que vous êtes sur une pente plus encourageante? Disons des petits moments difficiles, on va dire. Voilà. Alors le documentaire lui-même, je crois que ça s'est fini vers novembre de l'année dernière, donc ça fait quasiment 1 an. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Je pense qu'on aurait pu faire un épisode 2 du documentaire. Globalement, là, ça va, on est sur une bonne pente. En gros, l'idée, c'est... on arrive vraiment à la phase où, en gros, on est en train de se dire, là, sur l'année qui vient, en gros, soit on fait x10, soit rien, mais en gros, le gros enjeu du moment là, c'est d'aller lancer Bob à l'international. Donc, on est en discussion avec d'autres pays pour aller déployer ce qu'on a fait ici en France là-bas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, avec le recul, on se rend aussi compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'on vit ou qu'on a vécu de difficultés, en tout cas, qui sont parfois un peu franco-françaises, où en fait, en s'extrayant aussi un peu et en prenant de la hauteur, ça aide à voir les choses un peu plus clairement. Et pourquoi je dis soit x10, soit rien, c'est que... c'est que c'est vrai, mais aussi que... en fait, quelque chose qui je pense, ça sort un peu dans le film, mais c'est pas forcément explicité, c'est qu'il y a un truc un peu bâtard dans le fait de faire une non-profit. C'est qu'en fait, à pas mal d'égards, c'est assez similaire avec le fait de faire je parie qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, une startup qui est VC-funded, mais sans l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la même pression que quand tu es financé par un VC, parce qu'il faut que tu lances des choses, il faut que tu aies une grosse vision, que ce soit gros, tout le monde attend de toi, il faut que tu fasses une licorne. Si tu veux avoir de l'argent en mécénat ou en philanthropie, c'est pas non plus la culture, donc c'est quelque chose qui demande comme un acte assez exceptionnel de croyance en quelque chose. Et en plus sur des sujets qui sont sociétaux, qui sont importants, qui sont sensibles, ça devient tout de suite quelque chose où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attention. Et donc voilà, en ce sens-là, en fait, il y a toute cette notion-là qui est assez similaire avec du VC funded, surtout qu'en plus dans la philanthropie c'est pas quelque chose en général de récurrent, parce que les gens vont dire tiens, je soutiens le projet, j'ai un coup de cœur, je finance là, mais bon, une fois qu'il est là, il faut que le financer l'année prochaine et celle d'après, puis pas juste la financer à ISO, mais il faut aussi l'aider à croître. Et donc en fait à un moment on s'est dit en vrai, stagner dans ce milieu, ça veut dire stagner, ça veut dire la mort, et donc il faut lancer l'international, surtout qu'en plus toute la vision de base du projet, c'était de faire de l'impact qui est scalable grâce à la technologie. Et je pense qu'une des choses qui... Vous m'arrêtez si je suis en train de radoter, de dépasser largement le cadre de la question, mais je pense que le pire en fait qui ait pu nous arriver ou qui puisse nous arriver, c'est aussi que des fois on internalise aussi les difficultés, on internalise que ce soit la critique ou les trucs en mode attends, est-ce qu'on a tort en fait de vouloir être ambitieux, et quelque part un peu après la fin de ce film, on s'est dit mais en fait c'est complètement débile de penser comme ça, parce que d'une, ça veut dire que sinon l'inaction gagne, et d'autre part en fait ce qui fait la force du projet, c'est le fait de continuer à rêver, donc on peut pas se permettre de ne pas essayer de voir plus grand. Alors en France ça fonctionne, en gros, on accompagne à peu près 5000 nouveaux chômeurs par mois, ce qui est pas mal. Ça pourrait être un peu plus, mais justement là qu'on se heurte aussi aux difficultés
En fait, le plus dur pour nous, c'est le coût d'acquisition. Parce que le coût marginal est très faible, c'est toute l'idée du projet. L'acquisition est difficile parce que nous, on n'a pas le loisir d'avoir levé 60 millions d'euros en série B pour les faire de l'acquisition. Mais par contre, en fait, sur les gens qu'on aide, on commence à avoir des super résultats. On a 90% de gens qui sont satisfaits de l'accompagnement qu'on leur donne. On a des chiffres dont on parle pas trop parce que c'est un peu sensible, mais on a à peu près 80% des gens qui considèrent que l'accompagnement qu'ils reçoivent via ce qu'on fait est plus personnalisé que ce qu'ils ont par ailleurs à Pôle Emploi. Ça on le dit pas parce que l'idée c'est pas d'être frontal du tout. Donc en fait il y a des éléments en termes quali et puis même on commence à avoir des études d'impact qui montrent que pour quasiment rien on arrive à améliorer les retours à l'emploi, donc ça c'est super. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, pour être complètement honnête, c'est un peu le modèle d'exploitation, entre guillemets, le modèle d'opération. Parce que nous, je disais qu'on a des gens qui viennent spontanément sur la plateforme, mais comment est-ce qu'on fait l'acquisition ? Ça, c'est toute la question. Et ce qu'on s'est dit, en fait, là, dans l'année qui vient, qui a suivi le documentaire, c'est que il fallait pour ça qu'on s'appuie sur une approche partenariale, parce que l'acquisition, c'est pas nous qui allons la faire. Donc, on commence à faire des deals avec... pas mal avec des services publics. En France, on commence à aller voir. Alors Pôle Emploi, c'est un peu relou, mais d'autres comme les missions locales qui sont prêtes à dire on va packager Bob et tous les chômeurs qui s'inscrivent à notre système, ils reçoivent automatiquement l'accompagnement. Donc ça, ce serait génial. Mais encore une fois, pour revenir à la question internationale, l'idée c'est aussi de pouvoir prendre la hauteur parce que dès qu'on a commencé à parler d'autres pays, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein qui étaient super intéressés et qui potentiellement sont un peu moins, sont un peu plus enclins à faire un peu des deals. Et ce qui était assez rigolo finalement, c'est que dès qu'on a commencé à parler international, les gens en France qui sont venus en mode « Ah non mais attendez, en fait en vrai on veut bosser avec vous ». Oui, bonjour, je m'appelle Guy. J'ai deux questions. La première question, c'est est-ce que... j'ai un peu l'impression, vous allez me dire si c'est vrai, est-ce que vous n'avez pas perdu un petit peu de temps au début en n'interrogeant pas les gens concernés véritablement? Vous avez développé, j'ai l'impression, d'après le film, vous avez développé un premier logiciel et derrière vous êtes allé tester auprès des gens. Mais vous avez eu une réunion avec les gens qui montraient avec leurs post-it qu'ils avaient plein d'idées, ils avaient plein de besoins. Et je pense que... est-ce que vous n'avez pas trop perdu de temps en passant pas tout de suite par les besoins réels des chômeurs ou des demandeurs d'emploi? Première question. Deuxième question, ça va peut-être mettre mal à l'aise des gens, mais c'est pas grave, ne m'en veuillez pas. Est-ce que vous avez pensé à travailler, puisque vous travaillez dans l'humain, sur des algorithmes sur comment diminuer la violence dans le monde? Super question. Sur la première, je suis sûr qu'il y a des choses qu'on a pu faire un peu plus rapidement. Nous, sur la toute première version quand même qu'on avait faite, on l'a testé assez rapidement, donc ça nous a mis... on a fait je me souviens plus trop en fait de ce qu'il y a dans le film, mais en tout cas, je crois que c'était au bout de 2 semaines qu'on a fait les premiers prototypes, qu'on l'a testé, et qu'on s'est dit il faut un peu changer. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la timeline du film est un peu bizarre parce que ils l'ont suivi pendant à peu près 2 ans. Mais entre le moment où on a commencé et le moment où on a fait le truc des post-it, il s'est passé à peu près 3 mois. En fait, au début, c'est très très dense, et puis ensuite, c'est un peu plus étalé dans le temps. Donc, je pense qu'on a perdu un peu de temps, mais je dirais pas forcément tant que ça. La plus grande difficulté pour nous, en fait, ça a été que, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui pour le coup, nous a mis beaucoup beaucoup de temps. C'est que c'était pas très clair pour nous, en fait, qui était vraiment entre guillemets le client. Parce que c'est aussi un problème quand on fait du social. Alors, pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'évidemment, quand on parle des chômeurs, il y en a beaucoup de plein de types. Et est-ce qu'on veut des gens qui sont proches de l'emploi, éloignés de l'emploi, etc., qui sont plutôt cadres, qui se posent des questions, ou plutôt... donc voilà, en tout cas, il y a une première question là-dessus. Mais sinon, au niveau même plus méta, ce qui était pas évident du tout, c'est de savoir à quel point est-ce qu'il fallait mettre le curseur du côté soit en fait du chômeur, la personne qui cherche un emploi, versus du côté du conseiller. Parce que nous, à la base, ce qu'on veut faire, c'est on veut aider les personnes en recherche d'emploi, on veut aider les gens qui en ont besoin. Et donc, on a commencé en se disant, on va plutôt se mettre de leur côté à eux, on va faire des choses.
et presque même, en fait, on va aller de leur côté, mais ça peut aussi sous-entendre des fois quand on fait ça que les autres qui sont un peu déjà dedans, ils sont un peu des concurrents. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas entièrement vu. Enfin, je pensais que parce qu'on avait parlé à Jean Vasseur assez rapidement, le patron de Pôle Emploi, et qu'on avait vraiment dit qu'on était en mode non-profit et qu'on voulait pas, que c'était pas l'objectif en tout cas de concurrencer, on n'était pas les startups qui disent on va vous disrupter, on va vous tuer. Je m'étais dit c'est déjà quelque part un peu acté. Mais ce qui est venu bien plus tard, c'est qu'on s'est rendu compte que derrière, la grande difficulté, c'est que ça a beau avoir été dit, les conseillers se l'appropriaient pas forcément, les conseillers eux le voyaient comme concurrence et ils disaient bah en fait c'est horrible votre truc, vous êtes en train d'essayer de tuer nos emplois. Du coup on a fait un peu virage dans l'autre sens en se disant bah on va travailler plus au contact des conseillers en disant que cet outil c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent s'approprier. Bref, et en fait l'un dans l'autre on a fini par un peu mieux roder le discours en disant bah voilà en fait nous on fait une IA au service de la recherche d'emploi et donc dans certains cas c'est un conseiller IA, dans certains cas c'est un assistant IA du conseiller. On a fait une sorte de variante B2B, enfin B2B avec des gros guillemets hein, parce que ça reste en mode open source et tout, mais qu'on a filé le conseiller Pôle Emploi pour qu'il s'approprie le projet. Ça a vachement aidé. Donc en tout cas je dirais on a plus perdu du temps au début dans l'approche sur l'identification des acteurs. Alors, si je peux juste compléter avant que tu répondes à la deuxième question, parce que moi je suis entrepreneur, j'ai créé une start-up et du coup je connais un peu ce processus-là hein, de création d'entreprise. Et en fait c'est vrai que il y a ce truc effectivement d'aller parler à l'utilisateur très tôt et c'est quelque chose qu'on appelle dans le monde des startups trouver son product market fit, c'est-à-dire être suffisamment clair sur la solution qu'on propose pour qu'en fait le client en l'occurrence se dise ah bah oui c'est ça que je veux et hop c'est ça qui déroule. Donc en fait quand je vois du coup le documentaire, je trouve que c'est un peu la vraie vie, c'est-à-dire que je connais quasiment aucune startup qui aurait fait plus vite que ce que Paul a fait. Parce que pour moi, ce que fait Paul, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Après, ça peut être social ou pas social, mais en fait, pour moi, il a perdu du temps, mais parce qu'en fait, quand on crée quelque chose, on a toujours l'impression de perdre du temps. Et au final, en fait, tous les autres font pareil, et donc tout le monde perd du temps. Mais en réalité, c'est juste pour moi la vraie vie. C'est la vraie vie et c'est le passage obligé, exactement. Donc nous, je sais que sur WeMind, on a mis 1 an à trouver vraiment le truc. Donc je pense que toi un peu pareil ou même peut-être un peu moins, sauf que nous on n'avait pas les médias sur le dos quoi. C'est juste ça la différence. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Je pense qu'en plus dans le social il y a un truc un peu vache, c'est que je ne sais pas exactement quel domaine vous êtes chacun. Il m'a dit tout à l'heure qu'il y avait 90% d'entrepreneurs. Tout à fait. Il y a beaucoup de freelance et puis des entrepreneurs. Mais voilà. Enfin, considère que tu as devant toi des gens qui globalement ont pris leur vie en main et qui sont dans l'aventure. Félicitations. En fait, du coup, vous connaissez aussi bien le domaine. C'est que dans l'entrepreneuriat, en général, il y a une chose qu'on essaie de faire, c'est un peu d'aligner dans l'idéal. Vous faites un produit pour vous-même. Et donc d'une compréhension aussi du problème parce que vous pouvez un peu dogfooder ce que vous faites et puis par ailleurs aussi il y a un peu une indication entre les clients, la personne qui paye et le et l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce cercle vertueux qui est que globalement on s'y retrouve et enfin là je dis ça avec du recul hein, parce que je l'avais pas forcément tout ça en tête au début. Un truc un peu vache dans le social, c'est que déjà on n'est pas forcément le public cible de ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que faire un truc sur le chômage, quand on est ingénieur, en fait, c'est pas les mêmes problématiques, faut l'avouer, même si on n'est pas quand même on n'est pas tous au milieu privilégié, on n'a pas tous, donc on a une certaine connaissance des enjeux, mais peut-être pas aussi viscérale que ça peut l'être, surtout quand on est une start-up et qu'on fait un produit B2B pour d'autres start-up. Ça, c'est un peu le truc idéal. Je ne parle pas de vous, mais en général. Et après, l'autre truc compliqué, c'est qu'en fait, la personne qui paye n'est pas la même personne que l'utilisateur. Et donc il faut en fait gérer en fait plein de stakeholders à la fois parce qu'évidemment le chômeur c'est pas la personne qui paye mais la personne qui paye en fait qui sait. Nous notre cas c'est des philanthropes, mais les philanthropes qu'est-ce qu'ils veulent? Les philanthropes ils veulent participer à un projet qui est beau, ça c'est vrai, mais souvent ils veulent aussi de la défisque et de la com. Non mais vous l'avez vu dans le film, de toute façon on est plutôt transparent. Et en fait il y a un peu ce truc un peu compliqué où il faut gérer beaucoup de stakeholders à la fois qui ont chacun beaucoup qui veulent des choses différentes. Et ça, voilà, je l'ai compris que bien plus tard, mais je pense que la vraie difficulté dans le social, c'est réussir d'aligner un peu tous ces intérêts-là.
Par rapport à la deuxième question, écoutez, c'est dur. Déjà, c'est vrai que ce serait très utile en ce moment. En tout cas, j'en connais qui aimeraient bien avoir ce type d'algorithme sous la main. Alors, il y a quelque chose qui s'en rapproche, mais nous, dont c'est toujours un peu éloigné. C'est quand on était aux États-Unis notamment, il y avait beaucoup de sujets sur des projets liés à la sécurité. Moi, ça m'a toujours. J'ai jamais été toujours pour. Je pense qu'en soi, plus de sécurité, moins de violence, c'est bien. Spécifiquement sur le truc un peu sécuritaire, c'est aussi parce que je pense que je viens d'une famille chinoise et que du coup, on est un peu moins à fond sur l'idée, les algos pour aider à maintenir l'ordre. Donc par sensibilité, en tout cas, moi, ça m'a un peu moins parlé. Après, c'est pas du tout la seule façon d'aller aider à réduire les violences. Moi, je suis assez partisan, mais je vais passer pour un énorme hippie. C'est que je pense qu'il faut contribuer à élever les consciences, à développer l'empathie dans le monde, et que c'est ça sur le temps long qui marche. Des algos pour développer l'empathie, je pense que ça doit exister. Ce serait génial de le faire. C'est peut-être un prochain projet un jour. Donc pourquoi pas. Alors, question, il y avait Brice, non? Attends, alors là, il y a 2 questions là-bas, comme tu veux, Mathieu. Hop. Voilà, donc là, et après Brice. Bonsoir Paul, je m'appelle Benjamin. Moi j'ai une question par rapport... Alors juste, pardon, quand vous posez une question, est-ce que vous pouvez dire ce que vous faites? Parce que je pense que c'est hyper intéressant pour Paul et de savoir ce que vous faites dans la vie. Merci. Je ne fais rien en ce moment. Ce qui est très bien aussi, parce que c'est la première étape avant de faire quelque chose. Exactement. Une petite question par rapport à ta vision sur Base Impact. Aujourd'hui, vous travaillez sur Bob Emploi. C'est un projet qui potentiellement est indéfiniment perfectible et peut vous emmener, toi et ton équipe, à travailler des décennies. Comment vous voyez la multiplication ou la multiplicité des projets auxquels vous pourriez vous attacher? Ouais, super question. En gros, nous, la vision, c'est de développer Base Impact pas vertical, en fait, en disant... en fait, notre but, c'est un peu de faire genre le Mozilla du service public, en disant la meilleure façon de faire, c'est... on va pas s'éparpiller sur plein de projets qu'on le faisait au début, un peu dans la premier modèle de Base Impact, on était un peu plus sur du service que sur du produit, parce qu'on faisait plein de petits projets par-ci par-là, et puis une fois qu'ils étaient finis, on les lâchait. Mais on se rendait compte que c'est pas forcément l'impact qu'on voulait, parce qu'on faisait plein de démonstrateurs sexy et cool. Et d'ailleurs, on se mouillait pas, donc c'était génial parce qu'on avait tous les avantages de faire un truc sexy sans avoir le risque. Mais comme vous savez, vous qui êtes entrepreneur pour beaucoup, ou même sans être entrepreneur, que le vrai impact, il n'est pas là-dedans, quoi. Il est dans comment est-ce qu'on change les comportements, qu'on implémente quelque chose qui change le marché. Donc on s'est vraiment recentré sur l'approche produit en disant on va créer, on va d'abord montrer que sur l'emploi on est capable de faire ça, et ensuite c'est ça ce modèle qu'on va pouvoir répliquer sur d'autres verticales. Donc nous, la vision sur Base Impact, c'est un peu de dire, je disais Mozilla des services publics parce que le premier truc de Mozilla, c'est de faire Firefox. Ensuite, on en parle de si on veut faire un autre produit, si on veut faire un client email, si on veut faire un machin, si on veut faire un browser, un OS mobile ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on blinde d'abord le premier truc. Et donc nous, en gros, ce qu'on veut faire, c'est dire, j'ai utilisé le terme, je crois, quelques fois là-dedans, c'est dire, notre vision, c'est on veut faire un peu des services publics citoyens. Le premier, c'est Bob, et une fois qu'on a montré que cette verticale, elle peut être autonome, qu'on sait comment la scaler, on puisse un peu avoir, entre guillemets, une business unit chez nous qui continue de développer ça. Et nous, à côté, on lance une autre verticale, chacune une par une, et on se sert de l'expertise qu'on a créée en faisant les pressants, des réseaux et des ressources pour que chaque fois on développe un peu cette méthode. En fait, mon rêve vraiment serait de dire, imaginons qu'on ait une panoplie de services publics numériques qu'on peut aller distribuer dans tous les pays et voir les mutualiser. Ça, je trouve ça génial. C'est un peu une sorte de service public in a box, quoi. Ce serait cool. Salut. Je m'appelle Brice. J'ai une boîte dans le marketing de start-up, en gros, de l'acquisition. La question, justement, va traiter de ça. Tu disais tout à l'heure que soit ça faisait x10, soit grosso modo, on s'arrête. Et donc, ce que je comprends, c'est que ton problème, c'est que tu n'as pas suffisamment de revenus pour pouvoir aller au bout de tes ambitions, potentiellement. Est-ce que je me plante ? Ouais. Je me plante ? Enfin, non, plante, je veux dire... Je me plante pas ?
Tu ne te plantes pas. Non, tu Ok. te plantes pas et oui, tu as raison. D'accord. Du coup, ma question, c'est, je trouve le projet juste génial, vraiment, et il faut qu'il ait une suite. Donc du coup, il y a un postulat de base qui est de dire, on doit être une ONG. Et tu l'as dit toi-même, on est une VC funded sans les fonds. Pourquoi tu ne serais pas VC funded? C'est une bonne question, hein, et puis on se la pose régulièrement. Disons que moi j'ai envie d'essayer le mode difficile. Quand j'ai un nouveau jeu vidéo, je mets toujours le mode expert dès le début. Après je morfle, mais je trouve ça plus intéressant. Ouais, mais l'enjeu est tel que peut-être que tu devrais... Je pense qu'il y a moyen de mettre de l'eau un peu dans notre vin en faisant des... Enfin, il y a des modèles hybrides, notamment là, en fait, dans la phase dans laquelle on est là. Donc, on fait un peu ça, parce que aussi l'idée de l'international là, c'est qu'on va faire des deals un peu différents avec les États, notamment créer un modèle de revenu. C'est-à-dire en disant... peut-être qu'en fait, vu qu'on valorise pas notre truc, du coup, c'est dur à valoriser, ce qui est un peu logique. Mais le modèle, un peu les modèles de l'open source, on dit, nous, en fait, l'idéal, si on veut vraiment avoir plein d'impact, ce serait que, imaginons, tous les chômeurs du Royaume-Uni, dès qu'ils s'inscrivent au Pôle emploi là-bas, ils aient tous, dès l'inscription, accès à nos conseils gratos. On leur envoie tout ce que génère l'algo. Et ça, si on le fait, en fait, ce serait assez logique finalement que eux, de leur côté, l'État, ils aient une sorte de garantie de service que ce qu'on fait, ça tienne la route. Donc, en fait, on peut, un peu comme dans les modèles éco de l'open source, c'est-à-dire le produit open source gratos, mettre un peu une sorte de service, customer support, etc., lui qui est payant, qui gère du revenu. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire, et justement parce qu'on se dit, si on n'est pas capable de créer un peu un modèle vertueux qui permet de réinvestir, on sera un peu limité à chaque fois on va devoir faire les choses avec pas assez de moyens pour aller jusqu'au bout de nos ambitions. Après, ceci étant dit, pour l'instant, je vais essayer de garder le modèle non-profit, sachant qu'on peut faire non-profit et avoir du revenu. La grande différence du non-profit, c'est qu'on n'a pas d'actionnariat, donc pour le coup, on ne peut pas lever de fonds en equity. Et ça, effectivement, c'est un peu une difficulté, mais personnellement, je pense que sur le long terme, si on arrive à le faire comme ça, notre impact sera plus grand. Parce qu'on le voit même, nous, qu'il y a un certain nombre de deals qu'on fait avec les États qu'on ne pourrait pas du tout faire si on était for profit. Donc en fait, on n'a pas les fonds, mais si on arrive à faire notre truc, on a potentiellement le réseau, on a un accès assez facile pour lancer le service. Et d'ailleurs, vous voyez même un peu les difficultés qu'on a, notamment de positionnement vis-à-vis du service public, on les a alors même qu'on a un modèle qui est relativement pur. Alors si en plus on veut expliquer qu'on était le bras armé d'IBM, ce serait un peu chaud. Donc il y a quand même des raisons pour lesquelles nous on dit que sur l'impact long terme, ça aidera. On sait aussi que nous, il y a aussi un impact plus systémique parce qu'on aide aussi enfin, ce modèle, je pense que ça aide aussi au sein du service public à ce que eux se modernisent eux-mêmes parce qu'on avait aidé à créer un certain nombre de programmes au sein de l'État et ça, ils sont vraiment sentis à l'aise avec nous par le côté non-profit. Et après, sinon, il y a un côté un peu philosophique. Enfin, là, c'est les côtés un peu pratico-pratiques, mais en gros, c'est un peu un trade-off en disant, on peut pas lever de l'equity, mais on a potentiellement des partenariats plus simples avec les États, ce qui est notre but final. Ça, c'est côté pratique. Côté philosophique, moi, il y a aussi un enjeu où je me dis, en fait, ce qui est galère, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose en mode innovation privée, non pas que ce soit un mal, mais que innovation de bien commun. Et ce que ça nous amène comme situation, c'est que en fait, les gouvernements perdent de plus en plus de poids parce qu'ils sont largués face à des Facebook, face à des LinkedIn qui ont eu les ressources et qui y vont. Mais je suis pas sûr pour moi que ce soit le type de monde dans lequel j'ai envie de vivre où en fait on a un peu tout privatisé. Et je trouverais vraiment important qu'on ait réussi à trouver un peu un modèle qui allie un peu le meilleur des deux en disant comment est-ce qu'on fait en sorte que les grands gagnants de ce monde numérique ce soit pas que les VC, soit pas que les actionnaires et donc d'essayer de créer un peu un modèle de start-up non-profit, c'est quelque chose que j'aimerais réussir à faire. Et après si ça se trouve c'est un peu trop handicapant et il faudra qu'on se remette en question, mais en tout cas je me dis en fait si on arrive à le faire comme ça, ce sera 10 fois plus beau et 10 fois plus fort. Voilà. Mais c'est aussi 10 fois plus dur. Du coup, je sais j'ai juste un truc, ça m'est venu à l'esprit. Nous en soi on reste pragmatique et si à la fin des fins on a épuisé toutes les options, de toute façon on se remet en question.
Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que c'est plus dur. C'est toujours plus facile de passer de non-profit à du for-profit que l'inverse. donc en tout cas, tant qu'on le peut, on va rester comme ça. Okay. Alors, du coup, Paul, est-ce que tu peux essayer de faire des réponses un peu plus courtes parce qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Vas-y, attends. Donc, il y a une question là. Bonsoir. Et après, il y en a plein au fond là-bas. Alors, Benoît, je suis étudiant en master d'entrepreneuriat à Polytechnique et futur stagiaire chez WeMind. Et du coup, j'ai deux questions pour toi, Paul. La première, qu'est-ce qui t'a poussé à faire Sciences Po et une licence de maths plutôt qu'une école d'ingé, par exemple? Et la deuxième, c'est quel conseil aurais-tu à donner à un entrepreneur social en devenir? En quelques mots. En plus court, ouais. Alors qu'en plus, c'est la question la plus dure. Parcours bizarre, mais j'ai toujours été intéressé par qu'est-ce qui a un peu de l'impact. Famille chinoise, stéréotype. Il fallait que je fasse Polytechnique, sinon j'étais déshérité. Et puis je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai fait Sciences Po, qui pour moi était l'inverse de ça. Mes parents n'étaient pas très contents. Et en faisant Sciences Po, je me suis rendu compte qu'en fait, si, j'aimais quand même les maths, donc j'ai fait des maths à côté. Et après, je suis parti à Berkeley parce que je me suis rendu compte que c'était débile. Une fois que j'ai fait ça, c'était débile en fait d'avoir les deux en silo, de faire Sciences Po le matin, les maths à côté, alors qu'il y a tellement de trucs à faire entre les deux. Donc je fais Berkeley, c'est là que je fais la Silicon Valley. Et ce parcours qui est un peu chelou en fait, qui est beaucoup diraient que ça avait aucun sens. Bah en fait maintenant si, parce que ce qu'on fait, je pense que c'est exactement à la croisée de ces chemins, voilà, parce que un data scientist qui a fait Sciences Po, c'est pas habituel, mais en vrai c'est exactement ce qu'on fait. Sur la deuxième question, conseil entrepreneur social, ne le fais pas, c'est pas une bonne idée. Non, je plaisante. Je sais pas, c'est quoi, dans quel domaine tu veux le faire? Je viens très bien. Non, ok, si j'ai un conseil à faire sur le domaine social, c'est choisir une cause en fait qui vous passionne vraiment. C'est un peu cucu de dire ça. Enfin, on dit évidemment, je vais faire une cause qui me passionne, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui cherchent du sens et du coup, il faut dans beaucoup de cas, en fait, on fait un projet social pour se dire, je vais faire un projet social, peu importe soit-il, et puis ça résout tous mes problèmes dans ma vie parce que j'ai l'impression de servir à quelque chose et je serai content, etc. Et en fait, ça dure qu'un temps parce que la réalité du domaine, c'est que c'est extrêmement difficile et que si c'est pas vraiment le truc qui te prend au trip et tu dis je suis prêt à tout encaisser, mais parce que j'ai vraiment envie de faire ça, en fait on tient pas. Voilà, donc le seul conseil, c'est s'assurer qu'on est vraiment extrêmement passionné par le sujet. Ok, alors du coup, est-ce qu'on peut passer assez court. Le micro tout au fond de la salle? C'est très bien. Donc tout au fond de la salle, c'est bon, vas-y, on t'écoute. Bonsoir Paul. Je suis vraiment très heureuse de te rencontrer enfin. Tu es un modèle pour moi. Et donc je me présente, je m'appelle Kim. J'étais directrice financière pour une société dans le CAC 40. Et j'ai aussi tout quitté, comme ça, pour devenir auteur. Donc, en fait, ma question, c'est que dans le reportage, tu as dit, toi aussi, tu as tout quitté et tu as dit que ta vie est une merde, mais tu es heureux. Et j'aimerais bien, si tu peux me rassurer aussi, parce que... Est-ce que ta vie, c'est de la merde? Parce que, est-ce que maintenant, avec le recul, tu es toujours heureux? Voilà. Fallait mettre un divan sur la scène. T'es obligé de répondre. Alors, écoute, je dirais oui. Donc, ça fait combien de temps toi que t'as fait le switch? Moi, ça fait 3 ans. 3 ans. Et... Faut tenir bon. Non, mais en fait, je pose la question parce que je m'étais posé moi la question récemment et souvent. Et je pense qu'il y a un peu un truc en fait à 3 ans, c'est justement un peu la période et c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Je sais pas si tu as eu la même chose. Oui. Où en fait les premières années t'es grisé parce que t'as t'as un peu la lune de miel de l'entrepreneuriat. Je me suis lancé mon projet, c'est trop cool.
En plus, au début, tout le monde adore les gens qui commencent, pour la même raison que là, on est en décembre, bientôt c'est les nouvelles résolutions. Tout le monde dit ah, je vais faire du sport, trop bien. Ah, you go girls, c'est awesome, tu vois. Et en fait, on le fait pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, au début, il y a un peu cette sorte d'énergie des débuts qui est incroyable. 3 ans, c'est justement, je pense, la période où commence à la réalité commence un peu à te rattraper, t'as plus autant de jus, il faut que tu composes avec, tu commences à te demander mais attends, est-ce que le reste de ma vie va être comme ça, je sais pas si ça fait écho, mais je pense que oui, et donc c'est là que tous les doutes existentiels viennent. Et c'est là que c'est dur parce que 3 ans, c'est justement la phase où on a, je pense que le feu des débuts commence à un peu s'estomper, mais on n'a pas encore eu le temps, sauf si on a vraiment eu la chance et qu'on n'a pas perdu de temps parce qu'on était plus intelligent que je les ai, on n'a pas encore a priori en fait trouvé le modèle qui fait que ça a pris le relais. Et je pense qu'en fait le plus dur c'est de trouver un peu des sources de fuel, des sources de fuel un peu pour le fuel, c'est plus trop en vogue maintenant pour son moteur interne, des sources d'énergie renouvelable en tout cas. Non mais en fait c'est exactement ça, c'est que le prix du pétrole il augmente là, s'augmente à la pompe mais on n'a pas encore l'alternative, et du coup on est un peu dans la merde, on a envie de mettre son gilet jaune dans sa vie et on se demande si on n'a pas envie de tout lâcher, mais je te rassure en tout cas, moi là ça va, je pense que c'était la bonne décision de tenir bon, et puis même avec le temps je me dis en fait avec le recul quoi qu'il arrive finalement il n'y a rien de mieux que d'avoir essayé quoi. Oui. Ok, du coup tu peux passer le micro devant. Ouais, ah, bon. Ok. Bonsoir, je m'appelle François, je travaille dans les assurances, donc rien à voir. Ma question principale, c'est dans le documentaire, un des premiers doutes qui est montré, c'est vraiment quand vous êtes au début du projet et que vous avez beaucoup de bases de données différentes. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi un peu à avoir une base de données, on va dire, uniforme pour tous les services publics et pour que à Pôle emploi, ils aient vraiment toutes les données pour les formations, pour les postes disponibles, etc., à un seul même endroit. Et du coup, si vous voulez vraiment partir à l'international, en quoi vous allez avoir une facilité justement pour reproduire ce même modèle d'uniformiser toutes les données dans un seul silo, à un seul endroit pour tous les usages? Clairement non, on n'y est pas arrivé parce que en fait le plus dur dans ce domaine c'est que c'est pas de réunir les bases de données d'un point de vue technique, c'est réunir les données d'un point de vue politique. Ça c'était un grand apprentissage. Et en fait, la vérité dans le service public, c'est que, et c'est pas que dans le service public, je pense que c'est pareil aussi dans pas mal de secteurs privés, mais en gros, l'État, la région, ils sont pas d'accord, ils veulent la couverture de leur côté, que un tel veut la compétence des formations pro, que Pôle emploi et les missions locales peuvent pas se blairer, et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie que tu réunisses leurs données. On a quand même réussi à le faire pour un certain nombre et donc ça permet de faire des choses, mais le truc d'une grande base unifiée ça marche pas, et c'est bien pour ça qu'on a dépensé pas loin de quelques centaines de millions sur le DMP et qu'on commence tout juste là essayer d'en voir le bon, dans la santé, le dossier médical personnalisé. Je passe trop de temps avec les institutionnels, donc les acronymes commencent à me polluer l'esprit. Par contre, par rapport à l'international, ce qu'on a vraiment réussi à faire nous, c'est on a réussi à créer une infrastructure où finalement on est assez peu dépendant, c'est très modulaire en fait, donc on est assez peu dépendant d'une certaine source de données. C'est-à-dire que sur chacune des données qu'on utilise, je ne vais pas forcément entrer trop dans le technique, mais on a plusieurs alternatives. C'est-à-dire qu'en fait, soit on utilise la donnée, soit on fait des algos qui sont un peu du machine learning, soit en fait on a des moteurs de règles où on a juste secoué la tête à des experts de l'emploi et on a essayé de traduire leurs recommandations en code. Et en fait, dans 90% des cas, ça suffit. Et donc, ça nous permet, en fait, nous, d'aller faire des recommandations, même si on n'a pas en fait les données, parce qu'on a développé un peu l'expertise et l'expertise métier, en fait, d'accompagner les chômeurs. Que ça, on essaie d'encapsuler dans du code. Et quoi dire de plus sinon, là, on est à 160 000 personnes et des brouettes. Et accompagner, ça veut aussi dire qu'on commence aussi à avoir nos propres sources de données.
où maintenant en fait on peut benchmarker les gens par rapport au profil que nous on a vu dans le passé, et ça c'est une énorme bouffée d'air frais parce que ça nous rend beaucoup plus indépendants des sources de données externes. À côté de toi, enfin, c'est bon. Après, du coup. Alors, bonjour, du coup je m'appelle Hugo et j'avais une question par rapport à la responsabilité en fait que vous pouvez avoir en collectant énormément de données en fait et en profilant les gens un peu, à ce que j'ai compris. Est-ce que vous avez réfléchi par rapport à cette responsabilité, parce que c'est pas neutre en fait de faire une appli comme ça. Donc votre réflexion par rapport à ça. Ouais, bien sûr, ça, on y a beaucoup réfléchi. C'est en partie une des raisons pour lesquelles on a choisi un modèle aussi non-profit. Parce que moi, je suis convaincu que de plus en plus, ce type d'algorithme, si on prend l'exemple de l'orientation scolaire, vont être assez dominants. Mais que, par exemple, dans le milieu de l'EdTech, les startups d'orientation, elles ont toutes le même business model. A priori, en fait, c'est que tu as une rétrocommission sur la formation vers laquelle tu envoies les gens. Et c'est normal parce que c'est aussi ça qui, dans les jeux de marché, c'est ça qui fonctionne. Personnellement, mais ça c'est un peu la source de l'engagement, j'ai pas envie de faire ça parce que si on prend cet exemple-là, et je suis désolé s'il y en a qui font ça dans la salle, c'est pas un mal en soi, je dis juste qu'il faut qu'il y ait des alternatives qui existent. Mais le problème c'est que ça c'est pas, alors c'est encore moins neutre. Mais j'ai pas du tout envie que la logique ce soit qu'on recommande à quelqu'un d'aller faire une école, non pas parce que c'est la meilleure pour lui ou pour elle, mais parce que c'est celle qui me paye le plus. Et inversement, ça accentue aussi parfois des biais, parce que c'est plus facile pour moi de dire à une nana d'aller faire une école d'infirmière parce qu'il y a peut-être plus de chances que ça fonctionne vu les biais existants, mais que du coup moi c'est tout mon business d'aller dans ce sens-là, plutôt que de faire le truc que tu considères être the right thing. Donc il y a un côté un peu militant quand même au fait de faire d'être non-profit. Après, il reste comme la question de tout le monde pense être le représentant du for good, et c'est déjà pas mal en tout cas de s'assurer qu'on n'est pas soumis un peu des biais liés à son business model, mais ça garantit pas non plus qu'on soit pas forcément dans l'erreur. Aucune recommandation n'est neutre, ça c'est sûr. À ça, je dirais premièrement, une grande différence dans nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on n'essaie pas de faire des algos qui vont enfermer les gens, c'est en disant il faut que tu fasses ça, mais plutôt en disant voici ce que tu pourrais faire. Donc plutôt être dans l'empowerment des gens. Je pense que ça c'est quand même un grand rempart à ça, parce qu'à la fin des fins on veut laisser les personnes maîtres de leur choix. Et ensuite, dans ce cadre-là, ce qu'on fait aussi, c'est aussi pour ça qu'on est open source, en se disant c'est auditable, ou du moins c'est transparent, et de deux, si on fait la merde, forquez-nous, et puis voilà quoi. Je m'appelle Elodie, je travaille en tant que salariée au siège d'Inditex et je suis en reconversion dans un régime auto-entrepreneur en dermopigmentation en dermopigmentation. D'accord. Bon bref, je ne vais pas m'étaler. Donc j'ai une question qui est vraiment à échelle tout à fait personnelle vis-à-vis de toi, qui rejoint un petit peu ce que disait la dame derrière. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec tout le parcours que tu as fait, parce que c'est quand même c'est hyper émouvant, c'est spectaculaire tout ce que tu as fait, est-ce que tu te sens comme quelqu'un d'accompli ou... Non. En fait, je pense que tu te retrouveras aussi... comment tu t'appelles déjà, au fond ? Kim ? En fait, il y a plein de fois dans la vie d'entrepreneur, ou dans la vie en général, parce que je pense que la vie est une entreprise aussi, au sens... bon bref, vous me comprenez. En fait, on se dit souvent, en fait, si je passe... là, il y a un blocage, mais si je passe cette marche-là, ça va être génial. Et en fait, c'est jamais vrai, parce qu'on passe cette marche et on se rend compte qu'il y en a une autre. Potentiellement qui est plus grande encore, et que le seul truc qu'on a gagné, c'est que vu qu'on a fait les marches précédentes, on a développé des meilleurs muscles fessiers, et que du coup on est un peu plus capable de faire une marche plus haute juste après.
je l'ai dit de façon un peu bizarre, mais de façon plus poétique, il y avait un champion de Tour de France à vélo. Je suis désolé, je suis encore en train de repartir dans une réponse longue, mais c'est pas grave. On lui pose la question, en fait, maintenant que tu as été maillot jaune 3 fois ou je sais pas quoi, est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile de faire le Tour de France? Il me dit, non, en fait, je suis juste plus rapide. Moi, ça m'a beaucoup frappé comme phrase parce que je pense que c'est exactement ça. Donc, accompli, non, parce que plus on fait, plus je me rends compte de ce qui reste à faire. Après, je suis très content d'être dans ce chemin-là, quoi qu'il arrive, encore une fois. Et bon, je suis pas très vieux, mais bon, plus ça va, plus. T'as quel âge aujourd'hui? 26, mais bon, j'ai commencé à 19 ans. J'ai commencé dans la secondaire à 19 ans. Je commençais Base il y a 21. Je pense que c'est un peu comme les années des chiens. Là, c'est les années d'entrepreneur social. D'ailleurs, c'est une vie de chien, donc ça tombe bien. Il faut multiplier par 7. Donc voilà, ça fait 5 ans que je suis dans le métier, donc ça fait peut-être 35 ans d'expérience. Plus sérieusement. Plus ça va, plus je me dis, en fait, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un pas qu'on fait à travers son projet en jetant un peu à corps perdu dedans. Mais là où de plus en plus je commence à être... moi, ce qui me touche aussi pas mal au quotidien et qui donne de la force, c'est que je me dis aussi que, quoi qu'il arrive, en fait, ce qu'on a fait, si ça a pu en aider d'autres, c'est aussi pour ça qu'on a choisi dans le film de vraiment tout montrer. De se mettre un peu à nu quand même, presque littéralement, je crois que je suis en caleçon dans une des scènes. Qu'en tout cas, voilà, si ça c'est utile derrière pour d'autres, de toute façon, on n'aura jamais perdu, quoi. Ah, je suis désolé. Ah, ok, c'est la dernière après, question. Il y a un cocktail, je reste un peu. Oui, voilà, après tu restes avec nous au cocktail. Donc du coup, c'est Jonathan, c'est ça? Ok, dernière question. Tant que vous m'abreuvez en alcool, ça. Bonjour. Merci, je m'appelle Jonathan, je travaille dans le domaine de la coopération internationale, plutôt dans le secteur de l'éducation, donc les questions de bien commun et ces problématiques, ça me parle pas mal. Et là, on voit que ton parcours, ça a été, notamment en venant de la Silicon Valley, tu es plutôt jeune, etc. Il y a un petit côté un peu monde de demain. Et ces enjeux sociaux, etc., jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que c'était un peu l'apanage, on va dire, en tout cas, c'était le gouvernement qui s'en occupe via ce qu'on appelle les administrations publiques. A priori, tu t'es frotté beaucoup aux administrations publiques, et tu l'as évoqué rapidement, et en fait, tu travailles à côté des administrations publiques, en dialogue avec eux, à côté, etc. Mais du coup, pour toutes ces questions-là, suite à tout ce parcours, cette expérience, j'aurais bien aimé avoir un petit peu juste ton avis, ou en tout cas la manière dont tu vois les choses, si c'est des questions qui peuvent être, sur lesquelles on peut travailler avec des administrations publiques, ou alors si c'est d'autres solutions qu'il faut trouver aujourd'hui. Excuse-moi, c'est un peu violent, mais a priori, ça revenait plusieurs fois dans les discussions, ton expérience avec l'administration publique, et a priori, ça a pu être pas mal douloureux, quoi. Donc du coup, je voulais savoir quel était ton point de vue aujourd'hui, là, après tout ce parcours là-dessus. C'est vrai que c'est douloureux et je pense qu'on a peut-être un côté maso. Alors, comment répondre à cette question? Je pense clairement qu'en fait, il faut faire un peu à côté. Ça me paraît assez clair. Après, nous, on a fait le choix de dire on veut quand même que ce soit un peu public compatible. Mais de plus en plus, de toute façon, on essaie de se rendre indépendant et d'avancer. Parce que c'est aussi ça qui nous permet en fait, sinon, en fait, on s'embourbe parce que la difficulté dans tout ça, c'est que on doit combattre des combats qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que ça implique de se mettre sur des guerres de pouvoir interne entre administrations, entre syndicats, entre machins, entre trucs. Et tout ça, en soi, c'est intéressant et c'est important de connaître le contexte, de ne pas être trop naïf. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin des fins, nous, notre combat principal, c'est d'aider l'utilisateur, le bénéficiaire. Et donc oui, il faut réussir à s'extraire de ça. Après, personnellement, je crois toujours un peu dans les États, ou du moins je pense qu'il faut les réinventer. Donc en fait, je suis à la fois d'accord sur la méthode, qu'il faut passer un peu à côté, mais que sur le fond, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut quand même, je pense, réfléchir à comment est-ce qu'à la fin on raccroche les wagons. Et à mon avis, c'est d'ailleurs une des causes de... je me méfie quand même des analyses à 2 balles
sur les mouvements sociaux de ces derniers temps, parce que je pense que si vous vouliez entendre ce type d'analyse à deux balles, vous ouvririez Facebook. Vous ne serez pas forcément venu ici m'écouter. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui est qu'on n'a pas vraiment réussi à réinventer un peu un modèle de, en fait, ça veut dire quoi finalement le bien commun, qui est garant de ça, qui s'en occupe. On a aussi le sentiment que les gens qui étaient censés le représenter le bien commun, en fait, on n'a pas plus trop confiance dans le fait qu'ils le fassent. Mais pour autant, j'ai pas non plus envie de me départir de la notion de bien commun. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait, ça je ne sais pas. Mais une partie de la réponse, en tout cas, c'est dans l'idée que nous, on veut vraiment s'ancrer dans nos valeurs et dans le côté intérêt général. Merci Paul, on peut l'applaudir. Merci pour... je trouve que c'est toujours... quand j'avais vu le documentaire la première fois et quand on t'entend parler, c'est marrant parce qu'il n'y a vraiment pas de distance. Il y a la même générosité, il y a la même envie de partager. Et c'est ça qui est vraiment inspirant. Et y compris, ce que je trouve extraordinaire, de partager dans la difficulté, en fait. De partager la difficulté qui a été vécue. Et je pense qu'il y a vraiment zéro entrepreneur, social ou pas, qui puisse dire moi, j'y suis arrivé sans difficulté. Donc, du coup, bravo à toi. Merci beaucoup à vous tous. Alors, maintenant, il y a un cocktail juste à côté. Paul, reste avec nous. Tu restes avec nous, hein? Ouais, ok. Tu pars pas, parce que je crois qu'il y a plein de gens qui ont envie de te sauter dessus. Ne le monopolisez pas trop. Profitez aussi de la soirée. Il n'y a que des entrepreneurs ici pour échanger entre vous et pour vous rencontrer. Il y a aussi l'équipe WeMind, vous les reconnaissez avec les t-shirts. Donc voilà, on est là pour échanger. On a encore un peu de temps ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Et merci Endo.